Vous écoutez l'épisode numéro 4 avec notre invitée spéciale, Élodie, la fée du tri. Élodie, bonjour, bienvenue. Oui, Christelle. Alors, je commence toutes mes interviews par la même question, qui est plutôt une prise de température. Mais en réalité, il s'agit plus d'une prise de confiance. Et je voulais te demander, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de confiance en général dans la vie? Mon niveau de confiance en moi ou mon niveau de confiance en la vie? En toi. Parce que c'est pas pareil. Mon niveau de confiance en moi, je pourrais dire qu'il oscille un peu. Ouais, je dirais que je suis sur une moyenne de 10, je dirais que je suis à 7, entre 5 et 7 selon les moments, quoi. Mais super, c'est une bonne moyenne. Ouais, c'est sympa. Euh, alors, pour continuer à mieux faire connaissance et à se mettre à l'aise, je te propose de faire plus ample connaissance avec ce que j'appelle un portrait chinois. Donc, si tu étais un élément, Je serai le vent. si tu étais un dessin animé, Si j'étais un dessin animé, je serais Alice au pays des merveilles. si tu étais une mauvaise habitude, La cigarette, je serais la cigarette, je pense. si tu étais un paysage, Euh, la campagne, un paysage de campagne et de prairie. si tu étais un sport, Yoga, ce serait le yoga. si tu étais un animal, Si j'étais un animal, je serais un renard. si tu étais un livre, Si j'étais un livre, euh, c'est une bonne question. Si j'étais un livre, allez, Marie Kondo, La magie du rangement. si tu étais une bonne cause, Si j'étais une bonne cause, ce serait la cause animale, la SPA peut-être. et si tu étais une pièce de la maison. Si j'étais une pièce de la maison, le salon cuisine, espace ouvert tout ensemble, une grande pièce. Eh bien, merci pour tes réponses. Maintenant, pour approfondir un peu plus, pour te connaître un peu plus, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais dans la vie? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai créé une entreprise qui s'appelle La Fée du Tri. J'aide les gens à faire du tri dans leur maison. Donc, ça s'appelle aussi du home organizing ou on appelle ça aussi du coaching en rangement parfois. Moi, je préfère personnellement le home organizing. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes à désencombrer leur maison, à prendre conscience des objets qu'il y a chez eux, à prendre conscience de leur mode de consommation aussi et du rapport qu'ils ont par rapport à ces objets. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça et qu'on a trié, eh ben, on peut ranger et organiser pour simplifier le quotidien des personnes et s'alléger le mental, on va dire. Donc ça, c'est l'activité, c'est mon activité principale. Donc j'ai maintenant des petites fées un peu partout, dont tu fais partie, qui viennent aider les gens qui ont besoin de ranger et d'organiser. Et en parallèle de ça, du coup, maintenant que mes fées ont pris le relais, moi, je donne de la formation pour des personnes qui sont passionnées de rangement et qui ont envie d'en faire leur métier. Et voilà, je les accompagne du mieux que je peux. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier et à devenir une pionnière en France? Eh ben écoute, ce qui m'a amené, j'en parlais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment la lecture du livre de Marie Kondo, La magie du rangement, où je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas seule à aimer ranger et organiser, et je me suis aussi rendu compte que ça pouvait être un métier. Donc voilà, c'était le déclic vraiment pour moi, c'est la lecture de ce livre. Donc, tu as découvert au travers de ce livre que tu pouvais en faire ton métier et ça t'a parlé, quoi. Exactement. Et quand tu as commencé ce métier, quel était vraiment ton but, ton pourquoi? Tu t'es dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Le pourquoi, il a été vraiment lié
à l'écologie, à l'environnement et à l'impact que j'allais laisser sur cette terre si demain je mourais, par exemple. Je me suis vraiment posé cette question en me disant, OK, voilà, qu'est-ce que je vais laisser comme trace? Et donc, il y avait une partie vraiment comme ça, puisqu'évidemment, de faire du tri, ça a un énorme impact sur l'écologie à différents niveaux. Et puis, c'était aussi, au tout départ, c'était aussi pour moi, clairement. Le pourquoi, c'était pour aller bien, pour pouvoir sortir d'un travail qui était un petit peu pesant et d'être un petit peu plus libre quand même, beaucoup plus libre dans ce que je faisais. Et puis, ça me fait énormément de bien de ranger. Donc, c'était aussi thérapeutique pour moi au départ. Et aujourd'hui, donc là, tu nous as partagé vraiment le pourquoi tu as commencé ce métier. Et aujourd'hui, est-ce que tu as la même vision de ce métier ou est-ce qu'elle a évolué? Non, je pense que j'ai la même vision parce que je vois vraiment toutes les petites graines que j'ai semées et ça me fait très plaisir de voir qu'il y a beaucoup de changements de comportement à ma petite échelle et par rapport aux clients que j'ai accompagnés. Et en plus de ça, il y a une dimension qui s'est rajoutée, c'est vraiment cette dimension de formation que j'avais pas au départ. Et c'est vrai que maintenant, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission qui est très important pour moi dans le pourquoi, parce que je pense que c'est important maintenant avec l'expérience que j'ai, même si elle n'est pas immense, mais bon, j'ai quand même une bonne expérience, c'est de pouvoir la transmettre et de passer ça à d'autres personnes. Donc la transmission est venue s'ajouter au pourquoi. Et selon toi, quels sont les champs d'action, les champs des possibles du home organizer? Est-ce que ça se résume à trier les maisons ou est-ce que ça va beaucoup plus loin selon toi? Alors, ça dépend un petit peu de comment on pratique le home organizing, mais en tout cas, moi, dans la pratique que j'ai, ça va beaucoup plus loin que juste de ranger, d'organiser. Ça, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg. La partie invisible, c'est que ça vient remuer énormément de choses et donc ça vient amener des prises de conscience, ça vient amener des changements de façon de vivre. Et pour moi, c'est vraiment une vraie philosophie. Donc, ça va creuser beaucoup plus loin que juste ranger et organiser, ce qui est déjà bien. Hein, c'est super d'avoir une maison rangée et organisée. Mais l'idée d'aller plus loin, c'est aussi du coup de durer dans le temps et de faire quelque chose qui va être ancré après dans les habitudes. Donc il y a une face visible et une face invisible. Et la face invisible, on pourrait vraiment comparer ça à un iceberg parce que la face invisible, elle est bien plus importante que la face visible. Toi, par exemple, quand tu as commencé ta thérapie après avoir découvert Marie Kondo, ta thérapie par le rangement, qu'est-ce que justement ça t'a fait dans la partie immergée de l'iceberg? Qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, au début, je m'en suis pas trop, j'ai pas forcément réalisé ce qui se passait parce que c'est pas immédiat. Ça a été un peu plus long, mais c'est vrai qu'en lisant Marie Kondo, bah, en fait, un an après, en faisant le bilan, j'avais changé de vie, j'avais déménagé, j'avais changé de métier, j'avais monté une entreprise. Donc, ça a bien quand même remué dans les chaumières. Donc, ouais, ça a bougé énormément de choses. Moi, ça m'a fait complètement changer de vie, mais sur tous les niveaux pour le coup. Donc oui, le résumé, c'est vraiment changement de vie. Ouais, exactement. Et, hum, et du coup, donc je sais, parce que je te connais un peu, qu'avant tu étais assistante caméraman, c'est Ouais, ça? tout à Et fait. donc que tu as changé de carrière pour devenir home organizer. Et est-ce que justement dans ce changement de carrière, tu as éprouvé des peurs ou des difficultés qui t'ont peut-être amené à être immobilisé ou ralenti dans ton passage à l'action? Alors en fait, bien évidemment, beaucoup de peurs et de problématiques qui se sont posées. J'ai jamais eu la sensation de ralentir en revanche. Enfin, si j'ai peut-être des moments où j'ai un peu ralenti, mais j'ai toujours avancé. C'est-à-dire que je me suis lancée dans cette aventure sans rien connaître à l'entrepreneuriat, ce qui était quand même un gros challenge. C'est un peu la phrase de ils savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Évidemment, c'est pas impossible hein, d'être chef d'entreprise, mais j'étais pas du tout consciente de tout ce que ça allait amener. Et oui, bien sûr, il y a eu des moments de doute et de ralentissement où ça n'a pas été facile. Alors, notamment, ce qui était compliqué pour moi, c'était vraiment les devis qui n'étaient pas signés. Quoi. Pour moi, c'était dur voilà, de passer beaucoup de temps, d'envoyer des devis et puis de pas les avoir signés. J'avais du mal à comprendre. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi par rapport à ça pour essayer de comprendre aussi
d'où ça venait, pourquoi ça m'impactait autant. Et puis bon voilà, il y a eu des moments de mou, puis il y a eu aussi beaucoup d'autres moments où je me suis dit ok, c'est pas grave, c'est 10 devis qui ont dit non et c'est un devis qui a dit oui. Et puis voilà, ça veut dire que c'est super, le prochain oui est encore plus proche, quoi. Donc j'essayais un petit peu de me dire ça. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est le travail sur moi, quoi, clairement, parce que sinon je pense que j'aurais abandonné. Mm. Et aujourd'hui, ce métier, il connaît quand même un boom en France, mais quand tu as commencé, c'était encore très très peu connu. Est-ce que les personnes qui t'ont abordé, justement, elles étaient déjà au fait de ce métier ou c'était un peu par hasard qu'elles venaient te voir? En fait, il y a des personnes qui en avaient un petit peu entendu parler, mais c'est surtout des gens qui découvraient, quoi. C'est pas des gens qui connaissaient ce métier-là, parce qu'on n'en entendait pas parler du tout. Ça a explosé un peu avec Marie Kondo, et puis là aussi, voilà, le confinement, on en parle de plus en plus, donc c'est génial. On en a parlé sur 7 à 8 il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, il y a des très bonnes nouvelles, on parle de notre métier, mais c'est vrai qu'au départ, non, c'était plus des gens qui tombaient plutôt sur mes réseaux sociaux, qui tapaient un peu des mots-clés pour trouver quelqu'un pour les aider à ranger. Ils tombaient sur mon site et puis ils m'appelaient et ça se faisait un petit peu comme ça. Ouais. Et justement, quelle était ta stratégie de communication pour gagner en visibilité à cette époque? Bah, la stratégie, c'était d'être régulière. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, la régularité, c'est ce qui fait qu'on peut gagner en visibilité. Et la deuxième clé pour moi, c'est l'authenticité. Donc ça n'a pas été forcément simple d'être authentique au départ. Enfin, je savais pas trop en fait voilà sur quoi il fallait que je communique et tout, et puis en fait ça m'a appris à me connaître encore plus finalement, les réseaux sociaux. Et donc j'ai fini par voilà, vraiment communiquer sur moi, sur qui j'étais. Et les gens qui viennent à moi, et c'est un truc qui revient souvent, ils viennent parce qu'ils sont en lien avec mon énergie, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas ceux qui sont attirés par moi, il y a un lien avec l'énergie et ce que je dégage, ça leur parle, et donc du coup ils viennent à moi. Et ça c'est super, parce que du coup j'attire que des gens qui sont dans mon énergie, et c'est tout ce que je recherche, quoi. Super, donc la régularité et l'authenticité. Ouais, tout à fait. Et donc tu nous disais que tu avais ressenti quand même quelques doutes et quelques peurs dans ton changement de carrière. Est-ce qu'aujourd'hui tu éprouves encore des difficultés ou des peurs dans ton business? Oui, carrément. Ça a évolué, ça a évolué. Il y a d'autres choses qui se mettent en place, mais il y en a moins. Mais il y a encore des trucs sur lesquels il faut que je travaille. Donc oui, oui, c'est toujours, il y a des hauts et il y a des bas. C'est assez cyclique en fait. Donc voilà, je m'inquiète moins qu'avant, on va dire, mais je me pose toujours autant de questions. Et voilà, il y a des remises en question constantes. Et je pense que c'est ça qui fait que l'entreprise évolue en fait tout le temps. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu peux nous donner un exemple justement de ces peurs ou ces doutes? Bah, par exemple, quand je mets en ligne les dates de mes formations, quand je mets mes formations en ligne, là, l'année dernière, quand j'ai préparé le programme, voilà, je me demandais, est-ce que ça va se remplir? Est-ce que ça va aller? Alors que bon, mes formations sont toujours complètes et il y a aucun souci depuis que je les ai lancées. Mais j'ai eu, alors, je les ai plus aujourd'hui parce que je vois bien que ça se remplit et qu'on est déjà à la moitié de l'année, donc je suis contente. Enfin, on n'est pas à la moitié de l'année, mais on est bien avancé. Euh, donc, je les ai plus, mais en fin d'année dernière, je me disais, bon, bah, est-ce que ça va se remplir? Est-ce que ça va aller, etc. Donc, il y a toujours une petite peur comme ça, mais j'essaye de contrôler, ou en tout cas d'équilibrer, parce que je sais que la peur attire aussi les problématiques. Donc, j'essaye d'être vraiment dans l'énergie positive, mais ça n'empêche que ça peut revenir comme ça, quoi, par surprise. Et justement, tu disais que tu as fait ou que tu fais toujours un travail sur toi. Et quels a été en fait les outils ou les découvertes les plus utiles pour toi pour avancer et garder cet effet positif? Alors, moi, alors c'est peut-être une erreur d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai beaucoup délégué, c'est-à-dire que j'ai beaucoup donné mon pouvoir à d'autres thérapeutes, entre guillemets, pour qu'ils me guérissent, ce qui, je pense, est quelque chose que j'essaye de travailler dessus pour justement, maintenant, j'ai tout à l'intérieur, je sais que j'ai besoin de personne, mais il faut avoir confiance pour aller chercher ces clés-là. Mais en tout cas, ce qui m'a énormément aidé, il y a 3 types de thérapies qui m'ont beaucoup aidé. La kinésiologie, ça, voilà, absolument génial, et je suis vraiment fan de cet outil, puisque là, en kinésiologie, donc on y va, et puis c'est le corps qui dit sur quel dossier, sur quel problème on va travailler, et pas le mental.
Donc, je trouve que c'est un outil qui est très efficace. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ensuite, d'un point de vue un peu plus ludique, j'ai fait pas mal de stages où j'ai pratiqué le chamanisme au son du tambour, tout simplement. Et ça a été super. Ça a été quelque chose de très, très joyeux et très enfantin. Et je trouve que c'est un bel outil, voilà, joyeux et pas trop sérieux, quoi, qui se prend pas trop au sérieux. Et du coup, ça fait un peu retomber en enfance et ça fait beaucoup de bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ça, pour le coup, j'utilise toujours puisque j'ai mon tambour et voilà, même si je ne prends pas beaucoup le temps de le faire, je le fais quand même un peu, juste pour moi. Et enfin, le dernier qui est un petit peu plus abstrait pour les gens qui ne connaissent pas et qui est toujours très compliqué à expliquer, c'est la constellation familiale qui vient travailler beaucoup sur le transgénérationnel et sur les vies, enfin, sur les transgénérationnels principalement. Et ça, je trouve que c'est un outil assez bluffant et très efficace rapidement. Voilà, c'est les 3 outils. J'en ai fait plein, plein d'autres, mais en tout cas, là, comme ça, c'est 3 qui me viennent, que je trouve très cool et que j'ai envie de continuer à pratiquer, surtout le chamanisme et la kinésio. Je, je continuerai ça. Donc, du coup, tu les pratiques en autodidacte. Ouais, alors la kinésio, non, parce que je peux pas, mais le chamanisme, oui, et puis je fais des stages de temps en temps, je continue à me former, à faire plein de trucs. Ouais. Et sur la thérapie transgénérationnelle, ça, du coup, tu as aussi des bases pour le faire toute seule ou tu te fais aussi accompagner? Non, là, pour le coup, je me fais accompagner. Je pense que j'ai quand même bien travaillé sur pas mal de trucs. Puis en kinésio, on travaille aussi sur le transgénérationnel. Donc, les constellations, j'en ai un petit peu fait le tour. J'ai entendu parler de constellations familiales avec des chevaux. Donc ça, c'est un truc qui me botte bien parce que j'ai un lien très fort avec les chevaux. Donc, j'irai peut-être tester ce nouveau truc. Mais non, sinon, je pense que j'ai quand même bien creusé là-dessus. On est pas mal. Et justement, en parlant de ces pratiques un peu ludiques pour gagner en confiance, s'épanouir et libérer tous les liens, les blocages qu'on peut avoir, est-ce que tu as un conseil ou une pratique, un jeu en fait ludique à partager aux auditrices pour les entraîner à dépasser leur peur si elles se retrouvent bloquées? Ouais, moi je pense qu'il y a un truc qui est assez ludique et qui peut être fait, bon, faut avoir un peu de place et encore, mais c'est de la danse intuitive. Donc il y a pas besoin de savoir faire quoi que ce soit. C'est juste de mettre de la musique et de danser et du coup, de réussir à lâcher prise et ça, c'est un outil qui permet quand même bien d'évacuer. Ça peut paraître compliqué pour certaines personnes. Moi, j'ai pas du tout pris de cours de danse ni quoi que ce soit, hein. C'est juste, je trouve que c'est un outil qui est cool parce que voilà, faut mettre de la musique. Il faut juste appuyer sur le bouton, par contre, et se dire je le fais. Une fois qu'après on est dedans, c'est bien. Et ça peut durer 3 minutes, quoi. Je veux dire, juste le temps d'une chanson. Il y a plein de playlists qui s'appellent Danse intuitive ou qu'on peut trouver sur différents supports, Spotify, voilà, ou autres. Et il suffit juste de mettre ça, d'appuyer sur play et puis d'y aller, quoi. Super. Et tu recommanderais cette pratique combien de fois par jour, par semaine? Bah, ça dépend, mais je pense qu'une fois par semaine, c'est bien, hein. Une fois par semaine, c'est bien. Tous les jours, c'est super, mais bon, ça demande quand même un peu parce qu'il faut avoir de la place. Alors, ça peut se faire avec des écouteurs aussi, si jamais vous avez de la place, mais qu'il y a du monde qui dort chez vous, vous voulez faire ça le matin. Ça peut se faire aussi avec des écouteurs, ça marche. Mais ouais, une fois par semaine, je pense que c'est pas mal. Donc vraiment pour se libérer de manière générale, pas seulement les peurs, mais vraiment libérer le corps, éliminer les tensions. Et puis, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un cours, un stage. Voilà, on peut juste le faire et ça permet quand même bien d'évacuer tout ça, ouais. Tout le stress et les peurs et plein de choses. Et justement, tous ces outils, donc tu disais que tu fouines pas mal, t'aimes bien aller chercher toutes ces, voilà, tous ces outils ludiques de développement personnel. Et comment ils te viennent? Est-ce qu'ils viennent à toi ou est-ce que c'est toi qui vas fouiller sur les sites internet et autres? C'est un peu un mélange des deux, en fait. Dès que je suis dans un endroit qu'on me parle d'une nouvelle thérapie, d'un nouveau truc, j'en discute beaucoup parce que c'est un truc qui m'intéresse. Donc, en fait, c'est des conseils d'amis. On parle de ça, je vais tester ça. C'est plutôt quand même de la recommandation et du bouche à oreille. Je vais pas forcément aller sur Internet, par exemple, trouver un thérapeute particulier. Je préfère plutôt demander à mon entourage. Et,
Et voilà, donc il y a un peu un mélange des deux et de la curiosité. Dès que je trouve un truc qui me parle un peu, je vais gratter un peu sur Internet, un mélange. Et donc, tu disais que pendant longtemps, tu avais un peu délégué ta guérison à des thérapeutes, à des spécialistes, et que maintenant, tu essayais de la réapproprier. Ouais. Mais à part du coup la kinésiologie, est-ce que tu gardes quand même, j'ai envie de dire, une équipe bien-être, une équipe santé euh, au quotidien dans ta vie d'entrepreneur? Ouais, carrément. En fait, alors là, je viens de déménager, donc je suis en train un peu de reprendre mes marques et de trouver un peu les thérapeutes autour de moi. Je suis très ravie parce que j'ai trouvé une dame qui pratique la médecine chinoise, donc j'avais beaucoup de mal à en trouver quand j'étais à Bordeaux, en tout cas qui me convenait. Et du coup, j'ai donc voilà ma garde rapprochée, on va dire, c'est l'ostéo. Donc j'en ai trouvé une merveilleuse, une acupunctrice aussi super. Et puis je pense que pour le coup il m'en faudrait quand même une autre un petit peu plus thérapeutique, entre guillemets, peut-être, voilà. Je ne sais pas si ce sera kinésio ou autre, mais peut-être kinésio, voilà, pour avoir quand même quelqu'un que je peux aller voir quand je sens que ça commence un peu à être compliqué, quoi, d'avoir cette garde-là. Donc, ces 3 personnes, je pense que c'est un bon trio pour moi, en tout cas. Donc du coup, super important quand on est entrepreneur avec une vie bien chargée de pouvoir prendre du temps pour soi et cultiver son bien-être. Ah ouais, clairement. Je mettrais même dans la garde rapprochée, même si c'est du yoga. Enfin, du coup, là, je me suis inscrite au yoga et ça fait partie dans le quotidien de chef d'entreprise d'un moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en fait dans ma formation aussi, entre autres. Mais ouais, c'est important, le yoga ou une autre pratique, hein, mais dans le quotidien chef d'entreprise, ouais. Et justement, en parlant de ce quotidien de chef d'entreprise, est-ce que tu as une journée type? Comment sont organisées tes journées? Alors, non, je n'ai pas du tout de journée type. Je dois dire que ça a beaucoup évolué en fait, parce que évidemment, bon voilà, là, je suis en plein déménagement, je change de vie, je pars vivre à la campagne, je fabrique ma maison, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Donc le rythme n'est jamais le même. J'essaye quand même de consacrer ce que j'essaye d'avoir régulièrement. Alors la journée, c'est un peu compliqué en revanche, la semaine, j'essaye d'avoir vraiment des créneaux horaires où je bosse minimum 4 heures, maximum une journée, bon voilà, enfin 4 heures une journée, mais je vais essayer de ne pas bosser 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Voilà, j'essaye de me faire des tranches pour avoir aussi des tranches, des journées entières où je ne travaille pas et où du coup, je peux travailler sur mon terrain ou faire autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de maintenir, de pas bosser comme ça en papillonnant parce que c'est épuisant. Mais sinon, sur les journées type, j'en ai pas trop. Si ce n'est que je prends mon petit déjeuner, je déjeune le midi et je mange le soir. Ça, c'est un truc qui revient, que je me douche et que je me lave les dents, comme tout le monde. J'ai pas vraiment ça. Mais j'essaye quand même, voilà, de me faire des tranches horaires de projets pour pouvoir travailler longuement sur quelque chose où je vais prendre voilà 2 heures pour faire mes mails et je fais que ça et je fais mes mails 2 ou 3 fois par semaine maximum. Donc j'essaye, ça c'est un point faible chez moi, j'essaye de mettre en place des routines. C'est toujours pas encore tout à fait fait quoi, ce truc-là. Mais ça va venir, je suis confiante. Et du coup, si tu n'as pas de routine vraiment définie, est-ce que tu as identifié des actions principales en fait qui sont récurrentes chaque semaine, par exemple, dans ton activité? Là, tu Oui, nous parlais alors des ouais. mails, par exemple. Oui, exactement. Alors après, effectivement, encore une fois, ça a évolué, mais par rapport à l'activité. Mais effectivement, il y a toute une partie où je fais du mailing. Il y a toute une partie où je m'occupe de tout ce qui est comptabilité. Donc, que ce soit faire des devis, des factures ou faire ma compta mensuelle. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. J'ai toute une partie réseaux sociaux, donc tout ce qui est, là pour le coup c'est un petit peu compliqué de faire des tranches horaires, mais voilà d'aller voir un peu ma communauté, de faire des stories, de poster, de répondre à des commentaires, de faire des vidéos parce qu'évidemment bon moi je suis sur beaucoup de réseaux sociaux, donc voilà j'essaye aussi de pas me perdre là-dedans, mais en tout cas ça c'est quand même une grosse partie. J'ai une équipe aussi en communication, donc faire des réunions avec elle. Et après, c'est à peu près ça. Et puis après, il y a toute une partie formation où j'accompagne en fait toutes les personnes que je forme, je fais des coachings en ligne, etc. Donc il y a cette partie où j'ai quand même du lien
avec les clients. Et ce que là, avant, c'était de faire du tri chez les clients. Mais là, maintenant, on est plus sur de la visio et de l'échange. C'est toujours de l'échange, mais c'est plutôt en visio. Donc, en gros, j'ai ces grandes familles-là de travail. C'est à peu près ça, ouais, les grandes lignes. Et puis, il y a toujours des petits trucs qui se rajoutent. Bah, typiquement, voilà, comme on est en train de faire un peu tout ce qui tourne autour des médias. Donc, faire une interview, faire un podcast, ce genre de choses, ça vient s'ajouter à ça. Bon, je le mets un peu dans la communication, ça, de manière générale. Très bien, donc tu disais qu'aujourd'hui, tu as quand même une petite équipe réseaux sociaux ou Ouais. communication. Du coup, au début, je suppose que tu étais toute seule quand tu as démarré et que tu t'es entourée au fur et à mesure des années. Ça s'est passé comment? Alors en fait, ouais, j'ai commencé toute seule, j'ai été toute seule pendant longtemps et puis en fait, à partir du moment où j'ai compris un peu tout, comment fonctionnait tout, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la compta, les articles de blog, enfin bon, tous les trucs de chef d'entreprise, sans rentrer en profondeur, hein, j'étais pas experte, mais quand j'ai réussi à tout comprendre, je me suis dit: «Bon, maintenant les trucs que j'aime pas trop faire, je vais le déléguer». Donc assez rapidement, après, c'était aussi toujours en jongler avec le budget, et cetera, parce que c'est toujours un budget. Et donc, voilà, j'ai délégué. Je pense que la première chose que j'ai déléguée, c'est la rédaction d'articles de blog, parce que moi, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de contenu dans ma tête, mais d'écrire, c'est quelque chose vraiment qui est compliqué pour moi. Enfin, j'aime pas ça, en fait, tout simplement. Pas quelque chose qui me plaît, qui m'amuse. Donc, c'est d'essayer de garder au maximum les trucs qui m'amusent, typiquement faire des podcasts, faire des interviews, ça j'adore. Voilà. Donc ça, je continue à le faire. Et puis, bon, il n'y a pas vraiment d'autres personnes que moi qui peuvent faire ça. Mais les choses que j'aime moins, j'ai réussi à les déléguer petit à petit. Ça, c'est pas simple parce qu'il faut trouver des personnes de confiance, des personnes qui apprennent notre métier aussi, parce que connaître la com, c'est un truc, connaître notre métier, c'est autre chose. Et puis connaître ma personnalité, comment je travaille, parce que j'ai des façons de travailler qui ne sont pas forcément les mêmes que d'autres et tout. Donc voilà, mais en tout cas, maintenant j'ai cette équipe et du coup, ça me permet aussi moi de lever le pied. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, ça me permet de lever le pied. Ce qui n'empêche que je fais quand même beaucoup, je produis quand même encore beaucoup pour les réseaux sociaux. Voilà. Mais oui, oui, trouver une équipe, c'est un sacré challenge. Et puis je bossais aussi parfois ponctuellement avec des freelances sur des besoins particuliers. Des gens qui bossent pas avec moi toute l'année, mais sur des besoins particuliers. Donc je suis quand même, j'ai pas de salariés, mais j'ai quand même une petite équipe autour de moi qui commence à être assez conséquente, quoi. Super, bah, félicitations pour cette belle équipe que tu as constituée, non seulement pour la communication, mais aussi pour ton réseau de faits que tu as mis en place. Euh, et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu aurais un conseil d'organisation à partager aux auditrices, donc aux farpettes qui écoutent et qui ont envie d'être plus organisées au quotidien? Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'aide énormément, c'est de vraiment faire le point sur ma semaine. C'est-à-dire que le dimanche soir ou le vendredi, quand j'arrête le boulot, ça peut être, ça va dépendre des gens, mais en général, c'est plutôt le vendredi où je me dis, OK, je ferme l'ordinateur, qu'est-ce que je fais à partir de la semaine prochaine? Et tout ce que j'ai pas fait dans la semaine, de le reporter sur la semaine d'après. Ça me permet de me vider la tête, ça me permet de profiter pleinement de mon week-end et de me dire, OK, là, c'est off et il n'y a pas de souci, il y avait un mail. S'il y a vraiment un mail important, alors moi, je mets plutôt important que urgent parce que dans mon métier, on peut pas dire qu'il y a vraiment d'urgence. Mais s'il y a vraiment un mail important et je préfère y répondre avant, voilà, je regarde si j'ai bien répondu à tout ça. Et en fait, après, je me dis, OK, la semaine prochaine, qu'est-ce que je dois faire? OK, je fais ça, ça, ça. Et surtout, je fais le point sur le remplissage de mon emploi du temps. Et j'essaye de voir si j'ai pas mis trop de choses. Et si j'ai mis trop de choses, est-ce que je peux pas en enlever pour me dire, bah, peut-être que là, je sens que je suis un peu fatiguée. La semaine prochaine, j'ai besoin vraiment de me poser. Il me faudrait un jour off supplémentaire. Je me le prends et je décale à la semaine d'après ce que j'ai à faire. Donc, en fait, c'est pas forcément de remplir son agenda pour remplir son agenda, c'est aussi de le remplir, de regarder ce qui s'y passe pour pouvoir, bah voilà, s'y préparer en disant si lundi je pars sur une mission lundi matin, il faut que je le sache, à quelle heure je dois partir, où je vais, etc. pour rien oublier. Mais c'est aussi de prendre en compte le fait enfin, voilà, de comment on se sent physiquement, qu'est-ce on aurait envie de rajouter dans cette semaine en disant je veux vraiment aller au yoga la semaine prochaine, de le mettre dans son agenda et du coup de se prendre ces temps-là pour soi. Donc de faire le point la semaine juste avant. Après, on peut organiser à la semaine, au mois, etc. Mais déjà, juste de faire le point de la semaine prochaine, en fin de semaine, je trouve que pour moi en tout cas, c'est un outil vraiment bien efficace. Je suis assez sereine quand je pars du boulot, quoi.
Très bien. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu travailles toujours de chez toi ou est-ce que justement tu as un bureau ou des lieux, voilà, de coworking ou autres que tu privilégies? Alors là, je suis dans un espace de coworking. Du coup, bon voilà, désolée pour le son qui est peut-être pas optimal pour les personnes qui nous écoutent, mais je suis dans un espace de coworking que j'ai trouvé. C'est le premier truc que j'ai cherché quand j'ai déménagé. Et je conseille à tout le monde de faire ça. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez peut-être pas prendre des bureaux, voilà, toute la semaine, c'est peut-être pas pertinent, peu importe ce que vous faites. Mais ça, je le conseille vraiment, c'est de prendre au moins une demi-journée par semaine, une journée par semaine, même si c'est 2 heures dans un espace. Ça peut être une médiathèque, ça peut être autre chose. Parce que pour plusieurs choses, de travailler à la maison, c'est vraiment pas une bonne idée. Vraiment, pour l'avoir vécu, même en ayant un bureau fermé, enfin, c'est pas une bonne idée. Ça dépend pour qui. Pour moi, en tout cas, c'était pas une bonne idée parce que j'avais tendance à, bah, voilà, à procrastiner, rester en pyjama, faire une machine, faire un truc. Et puis, du coup, on sort pas de chez soi, quoi. Donc, en fait, on vit, on travaille au même endroit. Donc, c'est quand même un peu, voilà, particulier. Moi, ça m'allait pas trop. Donc, j'avais du mal à déconnecter. C'était aussi pour ça. Après, il y a des gens qui arrivent très bien à le faire. Mais le fait de partir du bureau, de fermer l'ordinateur, bon, malheureusement, le téléphone, ce petit objet, c'est aussi notre travail. Donc, il est toujours avec nous. Et le téléphone, j'avoue, je le laisse pas au bureau, je le prends. Mais au moins, je ferme l'ordi et il y a vraiment quelque chose de je vais au bureau, je pars du bureau. J'ai des horaires un peu comme un salarié, en fait, ça, c'est des choses que je trouve qui sont assez positives. Donc, oui, prenez des bureaux, même si c'est pour une demi-journée par mois. Et donc, la deuxième chose, le deuxième avantage aussi là-dedans, c'est les rencontres. C'est que, en fait, quand on est chef d'entreprise, on peut parfois se sentir seul, ça dépend un peu ce qu'on fait. Enfin, on est souvent derrière son ordinateur, etc. Moi, je suis de plus en plus derrière l'ordinateur. Et c'est impossible pour moi de ne pas partager, quoi. Donc, en fait, là, je descends, je prends un café, je fais discuter avec d'autres personnes, je rencontre des gens. Euh, il y a des synergies qui vont se faire, il peut y avoir des partenariats. Enfin, quand j'étais à Bordeaux, ça n'arrêtait pas, quoi. Donc, petit bémol, ne vous mettez pas si vous avez un profil comme le mien qui fourmille et qui papille partout, qui a envie de tout faire. Quand vous mettez dans un espace de coworking où il y a trop d'événements tout le temps, ça peut être aussi fatigant parce que vous avez du mal à choisir le fameux FOMO, la peur de manquer, et du coup, voilà, c'est un peu dans un autre extrême. Mais ouais, dans les bureaux, je ne reviendrai pas en arrière là-dessus. Même quand j'aurai une belle maison avec un beau bureau, je travaillerai d'ici. Merci pour ce conseil. Et donc tu disais que un outil que tu utilises principalement pour t'organiser, c'est vraiment de faire ce point à la fin de la semaine pour planifier la semaine suivante. Et pour ça, est-ce que tu as vraiment des outils, des logiciels favoris que tu utilises pour ton organisation? Alors, ça aussi, j'ai un petit peu changé. J'ai été pendant très longtemps fan de Google Agenda. Parce que Google Agenda, c'est quand même, enfin, je suis toujours assez fan, hein, mais je vais vous expliquer après pourquoi je l'utilise moins. Mais Google Agenda, on peut mettre des couleurs, on peut remplir des tranches horaires. Ce qui est intéressant, alors ça peut paraître un peu extrême, mais en fait, ce qui est intéressant dans un agenda comme ça, c'est de vraiment mettre des créneaux horaires. Donc, de vraiment écrire 8 heures, midi, je travaille, midi, 13 heures, pause déjeuner. Et c'est vraiment écrit. Si jamais je pars en rendez-vous, c'est presque de marquer, voilà, j'ai un rendez-vous à 14 heures, j'ai une demi-heure de déplacement, donc marquer 13h30, 14 heures déplacement. Pour les personnes qui ont tendance à arriver en retard et qui ont toujours tendance à, voilà, ça peut être hyper intéressant. Et donc de tout remplir jusqu'au soir, et même si le soir vous avez une activité, de la mettre. Et ça, avec différentes couleurs, du coup, pro, perso, famille et tout, ça peut être hyper intéressant. Donc quand on a deux métiers. Et du coup, tout est rempli et on voit. Et quand on n'a pas fait la chose, eh ben, on la déplace sur la semaine d'après. On a juste à la glisser, tout simplement, en se disant, bah voilà, comme ça, on l'oublie pas, mais on la reporte à la semaine d'après et c'est OK. Et ça se fait de manière très simple. Donc, moi, je trouve que Google Agenda, vraiment, c'est absolument génial. Moi, personnellement, je m'en suis un petit peu détachée parce que enfin là, ça va mieux. J'ai essayé de me détacher un peu de mon téléphone à un moment donné. Donc, voilà, d'avoir mon agenda papier. Donc, je suis repassée à l'agenda papier que j'ai du coup toujours avec moi. Et voilà. Et donc, finalement, c'est bien aussi. Mais franchement, Google, c'est génial. Moi, c'est juste parce que je voulais un peu lever le pied sur les écrans. Voilà. Donc, ton outil préféré, Google Agenda. Ouais. Et, et sur comment dire, une toute autre touche, une toute autre question.
En tant que chef d'entreprise, est-ce que ça a démarré tout de suite ton activité avant de trouver un rythme de croisière? Pas du tout. Pas du tout. Il y a personne qui démarre tout de suite. C'est très rare, je pense. Non, non, pas du tout. Ça a mis, on va dire, 1 an et demi avant d'avoir un rythme de croisière. 1 an et demi, 2 ans presque. Avec, ouais, au début, bien sûr, pas beaucoup de clients, ça met du temps, il faut se faire connaître, il faut aussi prendre confiance en soi parce qu'en fait, les gens, ils sentent qu'on n'a pas confiance en nous. Voilà, ça ça peut aussi être visible, ça. Donc, ouais, moi, en général, je dis 1 an et demi, 2 ans pour vraiment. Quand on a passé le cap des 2 ans, c'est bien. Après, il y a le cap des 5 ans, mais en tout cas, le cap des 2 ans, déjà, c'est une bonne étape. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit le cap des 2 ans, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à passer à ce moment-là. Donc, il faut pas lâcher, il faut continuer, il faut avancer. Et ça, vraiment, pour moi, ça s'est passé comme ça, quoi. D'accord. Et du coup, donc aujourd'hui, tu vis pleinement de ce métier. Est-ce que tu as, est-ce que tu as opté pour des compléments de revenus pour éviter de mettre tous tes yeux dans le même panier, par exemple? Ouais, carrément, effectivement. Alors, j'avais pas pensé à ça quand je me suis lancée, et en fait, en vrai, j'en aurais financièrement pas eu besoin. Enfin, c'est toujours bien d'avoir gagné plus d'argent. C'est bon, on peut toujours réinvestir dans plein de choses, donc c'est super, hein. Mais en fait, c'était pas une recherche parce que je m'imaginais pas pouvoir faire un deuxième métier avec tout ce que je faisais, etc. Et puis le confinement est arrivé, donc il y a 2 ans, et en fait, j'avais déjà, voilà, je m'étais inscrite. Pour devenir partenaire d'une marque de cosmétiques qui fait de la cosmétique fraîche. Et je ne m'étais pas trop penchée sur la formation, sur le contenu et tout, parce que j'étais bien occupée avec Fédutri. Le confinement est arrivé, j'ai eu plus de temps pour moi. Donc, j'ai commencé à me pencher là-dessus. En fait, ça a très, très bien marché et j'ai trouvé vraiment j'ai commencé à vraiment m'éclater, quoi. C'est-à-dire que à aucun moment je me suis dit je vais faire ça et je vais arrêter Fédutri. En revanche, en complément, j'ai trouvé ça génial et puis surtout, c'est complètement dans l'alignement par rapport à Fédutri, par rapport à mes éthiques et mes valeurs écologiques. Voilà, parce que la cosmétique, c'est quand même une des entreprises qui pollue énormément sur la planète, hein, la cosmétique de manière générale. Donc, ça faisait vraiment sens de partir là-dedans. Et voilà, et depuis, maintenant, ça fait 2 ans. Donc, effectivement, maintenant, j'ai 2 travails. J'en parlais pas dans la répartition tout à l'heure parce qu'on parlait vraiment de Fédutri. Enfin, mais c'est vrai que donc ça s'appelle Ringana. Et c'est vrai que Ringana, c'est au quotidien, voilà, ça me prend. Il y a un créneau aussi pour Ringana, au quotidien ou en tout cas dans la semaine pour que je puisse faire mes commandes, contacter mes clientes, m'occuper d'elles, etc. Donc ça a intégré vraiment mon quotidien et je suis très contente parce qu'effectivement, aujourd'hui, Fédutri ne connaît pas du tout la crise et elle ne connaîtra jamais la crise, je l'espère bien. Mais je sais aussi que là, en étant en Dordogne, voilà, j'ai déménagé en Dordogne, là, je peux me dire, si je veux développer Ringana, je peux aussi développer ça en parallèle. Enfin, tout d'un coup, le champ des possibles s'ouvre et c'est vrai que je me dis, bon, voilà, ça me permet quand même de mettre des choses en place. Donc oui, je pense qu'en 2022, c'est pertinent de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, même s'il faut faire attention à l'épuisement psychologique, parce qu'il y a aussi une tendance, on parlait de l'addiction tout à l'heure, quand on disait si tu étais une addiction, tu serais quoi? J'ai dit la cigarette parce que j'ai été fumeuse pendant longtemps et que voilà, je sais que c'est toujours un peu, voilà, on est fumeur à vie, mais l'autre addiction que j'ai, c'est le travail, la grosse addiction que j'ai. Donc, voilà, faut aussi jongler par rapport à ça. Mais ouais, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, je pense qu'en 2022, c'est malin. Et as-tu une méthode ou un outil pour gérer facilement tes finances? Alors, en fait, moi, j'ai un logiciel de devis de facturation. Au début, j'utilisais ça. Je parlais pour le pro, hein, déjà. Et finalement, je suis allée sur quelque chose d'un petit peu plus poussé. Donc maintenant, j'ai des tableaux Excel avec mon prévisionnel et puis avec ma trésorerie. Et donc, je remplis tous les mois ma trésorerie avec, voilà, je fais ma comptabilité. Donc, alors, j'ai eu la chance, j'ai un papa qui est ancien directeur financier, donc Excel, il connaît par cœur, donc j'avoue qu'il m'a aidé à faire le tableau, donc c'est moi qui le remplis maintenant, mais toute la prépa, moi, j'aurais pas été capable de le faire. Donc, si jamais, c'est bien de se faire aider et de faire un tableau. Après, il faut juste faire des copier-coller, c'est quand même assez simple. Donc, moi, j'utilise ça mensuellement et après, moi, j'avoue que j'ai cette capacité-là
à savoir très bien gérer mes finances sans avoir besoin de faire mes comptes. Alors, je parle même au niveau perso, hein, sans avoir besoin de faire mes comptes, etc. Donc, au niveau pro, évidemment, je l'ai fait parce que, bon, voilà, c'est quand même bien de les faire et ça me permet de voir où j'en suis. Au niveau perso, je regarde mon compte en banque, je sais ce que j'ai, je sais comment je dépense et du coup, voilà, ce qui me sert le plus, c'est mon application. Et par contre, j'y vais souvent quand même pour vérifier et checker. Je laisse pas ça dans le vide, mais je pense que ça doit être une des qualités des personnes qui sont bien organisées. Je pense que dans les home organizers, il y a peu de personnes qui ont été à découvert. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait gérer, quoi. C'est un peu inné. Moi, que les home organizers qui entendent ce podcast me disent si elles sont. Il y en a qui vont peut-être me dire non, moi je suis bien organisée, je suis tout le temps à découvert. Je dirais peut-être des bêtises, je sais pas. Et justement, est-ce que tu te fixes des objectifs financiers annuels? Oui, tout à fait. Ouais, je me fixe des objectifs financiers, ouais. Et tu les atteins tous les ans? Ouais, je les atteins tous les ans, voire je les dépasse. Donc, alors, les premières années, je m'en suis pas fixée parce que j'avais pas ce fameux tableau prévisionnel, etc. J'ai un expert comptable, hein, parce que moi, je suis en société, mais on ne travaillait pas forcément là-dessus. Je lui ai envoyé ma compta à la fin de l'année, il fait mon bilan et je voulais juste voir si le bilan était positif ou négatif. Je le savais plus ou moins. Mais là, depuis 2 ans et demi, oui, je me fixe des objectifs et c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet en fait, ça m'a libéré d'un poids en fait de voir ce que j'avais fait l'année d'avant, ce que je dois faire l'année d'après pour être voilà, pour pas être à découvert et pas être dans le négatif, etc. Et du coup, ça me permet mensuellement de me dire, là, voilà, ok, là, je suis bien, là, je suis même presque en avant, c'est super. Donc, je pense que c'est un outil qui enlève beaucoup de stress. Moi, personnellement, ça m'enlève énormément de stress de savoir où j'en suis et si je suis bien. Et voilà, mais j'ai commencé un peu à le faire. Je ne l'ai pas fait tout de suite. J'aurais pu le commencer plus tôt, je pense. Et dans ce podcast, on aime bien être un peu transparent. Ouais. Est-ce que tu souhaites nous partager ton objectif financier pour 2022? Oui, alors en fait, j'ai un objectif financier. Je t'avoue que je le connais pas par cœur. Enfin, je sais plus ce que c'est exactement, mais je pense que l'objectif là, ce serait d'être aux 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2022. C'est un très beau projet et je te souhaite de l'atteindre. Et, du coup, est-ce que justement, toujours dans cet objectif de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, est-ce que tu le fais ou tu prévois d'investir ou voilà, d'être en bourse ou autre type d'action d'investissement? Alors non, investissement, non, pas vraiment. En revanche, enfin, bourse et tout ça, non. En revanche, là où je réinvestis, c'est dans des formations et voilà, là, je suis en train de réfléchir de m'offrir une très belle formation avec un monsieur très, très, très connu, très connu. En tout cas, voilà, j'aimerais beaucoup faire sa formation et c'est un sacré coup. Donc, ça me permettrait peut-être, voilà, c'est un investissement parce que voilà, mais je sais qu'après ça pourrait être rentable. Donc je réfléchis à faire ça. Donc voilà, j'investis comme ça et puis j'investis aussi parfois au niveau technique. Alors l'année dernière, j'ai beaucoup investi pour améliorer mon site. J'ai refait mon site. Voilà, ça c'est de l'investissement que j'ai fait. L'année d'avant, j'ai fait un gros investissement pour mettre ma formation en ligne justement avec une boîte de production, des caméras, des montages, la post-production, etc. Donc voilà, j'essaye. En fait, j'ai du mal à me dire ok, bon voilà, ça tourne, je m'arrête. En fait, je trouve que quand on fait ça, ouais, l'entreprise elle peut après petit à petit s'éteindre. Donc j'aime bien réinvestir et ce fameux tableau m'aide beaucoup parce que du coup je peux voilà, poser des chiffres et voir si c'est possible ou pas pour moi de le faire. Donc voilà, c'est plutôt de l'investissement pour l'entreprise mais pas forcément en bourse ou autre en tout cas. Et quelle est la prochaine étape de la fée du tri? Et la prochaine étape de la fiducie, je ne sais pas encore. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Donc, je réfléchis à plusieurs options. Je ne sais pas laquelle ce sera. Justement, là, je suis en pleine réflexion sur comment je vais le faire évoluer parce que j'ai des idées, mais
mais je ne me suis pas encore décidée. Mais c'est sûr que ça va continuer à évoluer. Je laisse aussi un peu l'univers m'apporter des choses pour voir un peu ce qui... Parce que, bon, les idées, j'en ai 12 000, hein, elles ne sont pas forcément toutes bonnes à prendre. Donc là, en plus, comme je suis en déménagement et que je suis en train de fabriquer, pour le coup, je suis en train de fabriquer ma yourte, donc avant de mettre ma maison. Donc là, je suis plus en train de réfléchir à l'enduit, le parquet, voilà, c'est plutôt ça qui est dans ma tête. Donc j'ai du mal à y voir clair avec Fait du Tri sur l'évolution. Mais en tout cas, j'ai des idées, j'ai juste pas encore pris les décisions, mais ce sera pour bientôt que je prendrai des décisions. Et ben déjà de construire sa yourte, ça ne manque pas d'originalité et c'est un très beau projet. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Où est-ce que tu en es de ta construction de yourte? Eh bien, écoute, on a fini la construction là. Voilà, ça a été toute une aventure parce qu'on est parti, on a décidé donc, comme on ne sait pas bricoler, on a décidé de partir fabriquer notre yourte pour aussi apprendre un peu les outils de bricolage, etc. Donc en France, dans le sud de la France, là, il y a une entreprise qui s'appelle Yourte Étoile. Donc on est parti fabriquer notre yourte en kit, en fait. Ensuite, on est rentré sur notre terrain, on a fabriqué le plancher, qui est quand même pas une mince affaire parce que le terrain est un petit peu en pente, il faut l'isoler. Ne connaissant pas du tout le bricolage, on s'en est très bien sorti avec des plans et beaucoup de conseils, beaucoup d'aides extérieures et d'avis et voilà, de recherche. Et ensuite, en une journée, on a monté la yourte complète. Donc la yourte, elle est montée. Et là, on est en plein dans les finitions. On attend le double vitrage, on attend les fenêtres. Voilà, on a quelques petits trucs à terminer. Enfin, voilà, traiter le parquet, etc. Donc normalement, d'ici la semaine prochaine, on sera dans la yourte. Donc voilà, aventure. Et puis, on emménage sur un terrain sur lequel il n'y a rien. Donc, il faut aussi fabriquer des sanitaires, des toilettes, voilà, faire tout ça. Donc, on découvre, on utilise beaucoup YouTube et un peu les amis qui bricolent pour avoir leurs avis. Et voilà, et chaque jour est une découverte et un nouvel apprentissage. Super. Et ça fait combien de mètres carrés une yourte? Eh bien, écoute, il y en a de différentes tailles. Nous, celle qu'on a, elle fait 40 mètres carrés. En fait, on a décidé vraiment de vivre dans la yourte, comme je disais tout à l'heure, pour vivre dans un endroit sympa en attendant de monter, de fabriquer la maison. Et comme on ne voulait pas se mettre le stress, voilà, on voulait vivre sur le terrain pour fabriquer le temps de fabriquer la maison, on s'est dit on va se mettre dans une yourte. Donc voilà, donc celle-là fait 40 mètres carrés et il y en a qui en font 50, il y en a qui sont plus petites, mais ouais, là on va être dans 40 mètres carrés rond. Donc ça va être aussi la découverte d'emménagement. Moi, en tant que home organizer, voilà, j'essaie de trouver comment optimiser au maximum les rangements et tout ça. Bon, j'ai quand même une bonne base, mais on verra quand il y aura les meubles dans la yourte. C'est difficile de se rendre compte en fait quand on a un truc de rond. Ouais. Donc, une yourte en solution temporaire, le temps de construire le définitif. Exactement. Et vous avez déjà une idée de quand sera cette construction de maison? Ouais, je pense qu'on va commencer tranquillement l'année prochaine. Au printemps de l'année prochaine, on va commencer un peu à creuser les fondations et mettre tout en place. Donc là, il y a toute la préparation. Là, j'étais ce week-end je suis partie faire un design permaculture du terrain parce que le terrain est grand et donc en fait, on veut faire plein de trucs sur le terrain et voir où est-ce qu'on les place, par quoi on commence, dans quelle ordre on fait les choses. Et ça nous donne une vision à 5 ans de travaux et étape par étape ce qu'on doit faire. C'est une sacrée gestion, mais bon, ça, pour le coup, moi, j'adore ça. Et ouais, je pense que la maison, on se laisse 3 ans pour aller vivre dans la maison. Donc, 3 ans dans la yourte, pour être tranquille et pas se stresser avec les travaux. Super, c'est un très beau projet, je trouve. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et, ben, la dernière question, on arrive à la fin. Je sais que tu n'as pas vraiment de routine, mais est-ce que tu as un petit quelque chose qui pourrait se rapprocher d'un Miracle Morning que tu pourrais nous partager? Oui, alors, il y a un Miracle Morning où, en fait, j'ai testé pas mal de choses, mais c'est vrai que, en fait, ça dépend si on est du matin ou du soir, c'est sûr. Moi, il y a un truc le soir que j'aime faire, c'est remercier tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc, me refaire le schéma de ce qui s'est passé dans la journée, même si la journée a été merdique, ce qui arrive, de quand même remercier pour les bonnes choses qui sont arrivées. Et ça peut être au sens large du terme, donc de remercier d'avoir une maison, de remercier de manger à notre faim, de remercier d'avoir une voiture qui fonctionne, qui a bien roulé, etc. Ça peut être vraiment des choses simples comme ça, ou de remercier la personne qu'on a rencontrée. Donc, comme un peu une forme de prière, quoi, juste de la gratitude, mais de le faire vraiment et de fermer les yeux, de se poser. On peut même mettre les mains comme ça.
chacun fait son petit rituel. Ça peut être dans son lit. On n'est pas obligé de mettre une bougie, mettre un truc et tout. Ça peut être juste comme ça dans son lit, fermer les yeux et le faire. Ou l'écrire aussi, bien sûr. Et l'écrire, c'est bien, mais voilà. Des fois, on se dit, ouais, le carnet, on fait pas, on prend pas le temps. Là, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Et le matin, vraiment, moi, ce que... Alors, ça dépend où on habite, mais ce que je trouve assez sympa à faire et simple, c'est en fait, dès le matin, de sortir de chez soi, peu importe où on habite, et de faire un tour. Ça peut être vraiment juste 5 minutes, sans téléphone, sans rien. On peut même être un peu en pyjama avec un gros manteau. Enfin bon, voilà. Encore une fois, ça dépend où on habite. Mais juste de sortir et de faire le tour de pâté de maison et d'essayer d'être plutôt dans l'être que dans le faire. C'est-à-dire que vous allez marcher, donc vous allez faire quelque chose, mais juste de dire, ok, je suis là, d'observer et d'éveiller vos 5 sens, de se dire, ok, là, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je touche, toucher les matières, mon pantalon, mes poches, machin. Et vraiment éveiller ces 5 sens. Juste pendant ces 5 minutes-là, juste de sortir de sa maison et de rentrer. Je pense surtout aux personnes qui font du télétravail, si jamais on n'a pas le choix et qu'on télétravaille ou qu'on trouve ça sympa hein, d'ailleurs. Et ça, juste ça, c'est une forme de méditation. En même temps, on se met en action. En même temps, on prend la température qu'il fait dehors. On respire l'air, frais ou pas, en fonction d'où on habite. Mais bon, ça reste quand même de l'air. C'est quand même agréable. Donc ça, je pense que c'est un truc sympa à faire le matin, si on peut. Enfin, on peut, c'est sûr. Mais voilà, se mettre en action tout de suite dès le matin et sortir et faire ce petit moment pour soi. Super, merci beaucoup. On arrive donc à la fin de cette interview. Et où peut-on retrouver la Fée du Tri? Alors, la Fée du Tri, on peut la retrouver sur Internet. Donc, il y a un site Internet qui s'appelle faidutri.com. Et on peut aussi me retrouver sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok, qui sont les réseaux que j'utilise le plus. Facebook aussi. Je suis plus réactive sur Instagram. En gros, sur beaucoup de réseaux. Donc, je réponds toujours à mes messages. Et moi, des fois, je mets un petit peu de temps. Je me dis, Facebook, c'est un petit peu plus long. En général, je renvoie toujours à Insta. Mais voilà, je suis assez présente partout et je réponds toujours aux messages et aux commentaires. Donc, avec grand plaisir pour échanger si vous avez envie d'aller plus loin ou si vous avez d'autres questions. Ben, merci beaucoup, Elodie, pour cet échange. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Non, je voulais te remercier pour cette invitation. C'est toujours un plaisir. Félicitations aussi à toi. Je renvoie quand même un peu la balle parce que, bon, évidemment, je t'ai formé, on se connaît, on s'est accompagné. Voilà, c'est super. Mais voilà, c'est pas rien de lancer sa boîte et c'est super tout ce que tu proposes. Donc, félicitations à toi et encore merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Ben, merci beaucoup à toi, Elodie.